bonsoir ou bonjour selon l'endroit où vous vous retrouvez en ce moment. Alors, nous sommes en plateau spécial dans le cadre des journées de partage, n'est-ce pas, de l'étude sur les aspirations des jeunes et les politiques publiques en faveur de ces derniers. Alors, nous recevons à cette occasion le Premier ministre Birji Rafini. Nous allons échanger par rapport à cette thématique. Bonjour, Excellence. Bonjour. Alors, vous venez de donner le coup d'envoi, n'est-ce pas, de ces journées de partage des résultats de l'étude menée par la CAPEJ. On peut avoir vos premiers sentiments. Merci beaucoup. Le premier sentiment que je rapporte de cet exercice, c'est que c'est une réussite. C'est un exercice que nous faisons pour la première fois, auquel nous sommes tous conviés. Et je pense qu'il est sur la voie de réussir. Cette étude est importante pour le gouvernement, elle est importante pour la jeunesse, elle est importante pour notre pays. Parce qu'il s'agit de mieux connaître notre jeunesse. Et je crois que déjà avec les premiers échanges que nous avons eus, la première séance de partage que nous venons d'avoir, nous avons déjà une idée de ce que les aspirations des jeunes, les attentes des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement les attentes des jeunes d'antan. Moi, mes attentes lorsque j'avais l'âge de 25 ans, 20 ans, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai entendu, ce que j'ai suivi dans le film qui a rapporté les aspirations des jeunes de l'intérieur du pays. Il y a quelques nuances, il y a des différences. Donc les choses évoluent, la société avance. C'est le sentiment qui m'habite, c'est que nous devons faire des efforts d'adaptation de nos interventions et de notre perception des aspirations des jeunes. Je pense que c'est ça l'important aussi de... Alors vous avez écouté les jeunes, ils se sont exprimés, il y a des disparités entre les jeunes de certaines localités du Niger. Alors comment entendez-vous appréhender tout cela pour mener effectivement une bonne politique en faveur des jeunes? Voilà, justement, nous l'avons dit tout à l'heure avec les jeunes, c'est qu'effectivement les aspirations ou les attentes des jeunes de DIFA ne sont pas nécessairement les mêmes, exactement les mêmes que celles des jeunes de Tillabéri ou des jeunes de Maradi ou les jeunes d'Agadez. Il y a des différences qu'il faut prendre en compte dans nos interventions, dans notre système d'approche des problèmes de la jeunesse. Donc dans les différentes politiques que nous allons concevoir, dans les interventions que nous allons mener sur le terrain, nous devons intégrer toute cette dimension des aspirations, des attentes des jeunes selon les régions, selon leurs conditions de vie actuelles. Alors, Excellence, après ces journées, peut-on se permettre de dire que l'espoir est permis pour ces jeunes-là? Est-ce une ouverture d'une nouvelle ère, n'est-ce pas, pour cette jeunesse-là? Absolument. Je pense que c'est un tournant que nous prenons avec nos jeunes. J'ai noté l'esprit des jeunes qui est très positif. Ils sont ouverts, ils sont très ouverts à la modernisation sociale que nous prônons. Ils sont très ouverts aux différents axes de notre politique de jeunesse que nous mettons en avant. Donc nous allons, à travers ce dialogue, amorcer une véritable dynamique de promotion des jeunes de manière adaptée, de manière appropriée. Je pense que c'est vraiment un tournant qualitatif que nous sommes en train de négocier en ce moment. Un dernier mot en direction de tous les jeunes du Niger, pas seulement ceux qui étaient dans la salle tout à l'heure. Pour tous les jeunes du Niger, je leur souhaite en tout cas un bel avenir. Je leur souhaite beaucoup de courage. Ils vont, comme cela a été dit dans certaines interventions, ils vont rencontrer des obstacles. Ils vont rencontrer beaucoup de difficultés. Mais votre pays, le Niger, vous promet un avenir radieux. Il faut y croire et il faut y travailler surtout. La jeunesse, les changements que nous appelons de tout neveu à travers la renaissance culturelle prônée par le président de la République, c'est d'abord l'amour du travail. Pour faire de ces jeunes, c'est notre devoir de les aider à devenir des citoyens responsables, des adultes qui pourront mieux que nous assumer l'avenir de ce pays.
Okay, je vous remercie, Excellence. Merci. Madame la représentante de l'UNICEF, bonjour. Bonjour. Vous venez de suivre le lancement des assises des journées, n'est-ce pas, de l'étude menée par la CAPEJ sur les aspirations des jeunes et les politiques publiques en faveur de ces jeunes-là. Alors, quelles sont vos premières impressions? Je pense que c'est un moment très important parce que c'est un moment où on a vu un dialogue sincère, où on a écouté un peu les jeunes. Ils ont parlé du fond de leur cœur et ils nous appellent à les écouter. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Parce que je pense que bien souvent, nous ne les écoutons pas, nous ne les entendons pas. Nous n'avons pas d'espace de dialogue sincère. Et vous avez vu les réactions des jeunes à chaque fois. Ils sont toujours très émotifs. Ils expriment de diverses façons et ils expriment vraiment avec leur cœur. Donc c'est déjà pour moi la chose la plus importante, de nouer ce dialogue, de continuer à nouer ce dialogue qui a commencé dans les régions et qui aujourd'hui voit vraiment l'aboutissement de tout ce travail qui a été fait sous l'égide de la CAPEJ. Okay. Madame la représentante, le thème, n'est-ce pas, de ces journées, c'est Paroles des jeunes. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Je pense que nous qui sommes plus âgés, nous avons oublié d'être jeunes. Mais si on se souvient, quand on était jeunes, ce qui nous faisait le plus mal, c'est que les adultes ne nous entendent pas et qu'ils décident à notre place et qu'ils choisissent à notre place. Et aujourd'hui, redonner la parole aux jeunes, écouter ces paroles de jeunes est très important. Et c'est pour ça que c'est une thématique qui doit rester. C'est vraiment les paroles des jeunes. Ce n'est pas les adultes ou les plus âgés qui parlent au nom des jeunes, c'est les jeunes qui disent ce qu'ils pensent, qu'ils expriment avec leurs mots, avec leurs émotions, avec leurs difficultés. Ça peut être parfois difficile à accepter pour nous, parce que nous pensons que nous faisons beaucoup pour ces jeunes, mais je pense que si nous l'acceptons, nous allons ouvrir vraiment cette ligne de communication qui est importante. Absolument. Alors, Madame la représentante, le partenariat entre votre institution et puis la cellule, la CAPEJ, n'est-ce pas, a été déterminant pour la conduite de tout ce processus-là. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une pérennisation de ce partenariat dans la durée? Absolument. Nous travaillons déjà avec eux, nous travaillions avec eux avant, mais ce projet est vraiment, a été très passionnant parce que ça nous a transformés tous. Nous, en tant qu'institution UNICEF, dans la façon de faire les choses, mais eux aussi en tant que cellule qui regarde un peu l'évaluation de l'action gouvernementale et des politiques publiques, la façon de voir les choses. Donc dans cette transformation, nous espérons continuer à cheminer ensemble et nous pensons que ça ne doit pas juste s'arrêter à UNICEF, USAID, CAPEJ, mais tous ceux qui ont en charge à la fois les politiques publiques, mais aussi les communautés et autres doivent embrasser cette nouvelle façon de faire. C'est une transformation, un lâcher-prise, un regard croisé qui nous transforme tous et que nous sommes différents aujourd'hui en écoutant ces jeunes et j'espère que ces jeunes sont aussi différents en nous écoutant. Okay. Madame, parlons maintenant de leadership. C'est pour la première fois que des jeunes se retrouvent, n'est-ce pas, dans un cadre pour parler des problèmes des jeunes. Alors, il y a eu la cellule elle-même, la CAPEJ, il y a eu le leadership. Alors, quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ces animateurs de cette cellule qui ont mené de bout en bout, n'est-ce pas, ce travail? Je peux leur dire chapeau, parce que ce n'était pas évident d'accepter cette façon de faire les choses, parce que c'est aussi un regard critique, mais ils l'ont accepté et pour moi, je leur dis chapeau et je dis qu'ils doivent continuer comme ça, parce que c'est comme ça que ces jeunes deviendront vraiment le futur du pays, comme des citoyens qui sont responsables et des citoyens qui ne laissent rien tomber, qui continuent et qui vont essayer
parce que ce n'est pas une personne qui va faire le développement de nos pays, mais c'est tous ensemble, y compris ces jeunes. Ok, Madame la Présidente, je vous remercie, n'est-ce pas, d'accepter d'être sur ce plateau spécial. Invité à ce plateau. Merci. Monsieur le ministre, bonjour. Les journées de partage des résultats de l'étude menée par la CAPEJ viennent d'être lancées. Alors, en tant que premier responsable de la jeunesse, vous êtes le ministre de la jeunesse, donc premier responsable de ces jeunes-là. Alors, quel sentiment vous anime? C'est un sentiment de satisfaction et de reconnaissance d'abord à cette cellule qui vient de toucher de doigt le problème là où il se trouve, parce qu'en donnant la parole aux jeunes, à plus de 1500 jeunes, dans toutes les contrées de notre pays, ces jeunes se sont exprimés librement. Ils ont dit leur perception, leur vision. Également, ils nous ont interpellés en tant que gouvernants, mais aussi ils ont rappelé également les contraintes. On a vu les contraintes socio-économiques, culturelles qu'ils ont évoquées. Je pense que cela est à saluer et ils se sont également sentis responsabilisés en les écoutant. Je pense que cela va libérer leur potentiel et c'est ça le plus important. Ce que nous recherchons dans toutes les politiques, c'est comment agir sur le potentiel de notre cible, ici qui est la jeunesse de notre pays. Assisterions-nous désormais à une nouvelle aventure, n'est-ce pas, l'ouverture d'une nouvelle ère, n'est-ce pas, après ce temps. Mais vous savez, effectivement, c'est une nouvelle démarche, mais je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon discours et pendant les réponses, le Premier ministre du gouvernement l'a réitéré. Depuis 2011, le programme de la Renaissance du Niger, sur la base duquel les Nigériens ont élu à 2 reprises le président de la République, Soumamadou, c'est un programme de la jeunesse, c'est un programme qui accorde une place importante et du choix de privilèges à notre jeunesse. Beaucoup a été fait. C'est en 2011 que la politique nationale de la jeunesse a été élaborée et même le décret pour sa mise en œuvre a été pris en 2011. Elle a été actualisée encore en 2015 pour prendre en compte les nouvelles exigences, notamment liées à l'extrémisme violence, à la radicalisation, à des questions de migration irrégulière. Elle est à sa phase, nous avons fini sa rélecture et sa validation. À cela, aujourd'hui, s'ajoute cette nouvelle approche, cette approche qui a été conduite par la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale qui vient confirmer déjà ce qui a été déjà évoqué dans les 2 programmes du président de la République, Renaissance Acte 1 et Renaissance Acte 2, mais également dans le PDS. Le PDS a pris en compte beaucoup de préoccupations de façon générale, mais et dans la politique gouvernementale, la politique du Premier ministre, mais aussi, certes, l'avantage de cette étude, c'est qu'elle pointe de doigt les préoccupations des jeunes dans leur spécificité, n'est-ce pas, par région. On regarde d'une région à une autre, d'un département à un autre, la perception de l'État, la perception même de la chose publique, les attentes des jeunes sont différentes. Donc, cela va nous permettre de façon efficace, n'est-ce pas, à agir
de façon chirurgicale auprès de ces cibles et de capitaliser rapidement tous les efforts et les interventions. Je pense que c'est ça l'avantage, c'est en ce sens le caractère nouvel de cette démarche-là. Monsieur le ministre, une dernière question. Vous êtes jeune, n'est-ce pas? Vous êtes ministre aussi. Entendez-vous contribuer ou alors quel engagement, n'est-ce pas, allez-vous prendre pour effectivement contribuer à un changement, pour une réorientation des politiques, n'est-ce pas, en faveur des jeunes? Vous savez, l'engagement, cette étude est assortie d'une feuille de route, n'est-ce pas, que nous allons nous donner tous les moyens sous le leadership du Premier ministre du gouvernement à sa mise en œuvre. Déjà, cet engagement, le Premier ministre vient de l'annoncer du gouvernement et nous estimons que c'est ça l'essentiel. C'est comment de façon efficace, à travers mettre cette feuille de route en application, mais aussi mobiliser tous les acteurs, notamment les jeunes eux-mêmes, parce que nous avons compris tant qu'ils ne sont pas associés, tant qu'on ne leur donne pas la parole, on risque de rater souvent certaines de nos interventions. Je pense que c'est ça le plus important. Nous allons faire et nous allons faire surtout avec eux, beaucoup plus avec eux cette fois-ci, mais également le Conseil national de la jeunesse que nous comptons et surtout redynamiser pour que ce Conseil joue pleinement un rôle fédérateur avec plus d'autonomie, mais également qu'il implique tous les acteurs de jeunesse, n'est-ce pas? Pas juste la jeunesse non politique, y compris la jeunesse politique, parce que dans tous les cas, un citoyen, il est à la fois social, politique, c'est un tout. On ne peut pas agir sur un citoyen politique jeune, un citoyen non politique jeune. On risque de rater toutes nos analyses. Je pense que nous attendons la fin de ces 3 jours d'échange pour se mettre véritablement au travail. D'accord, je vous remercie, monsieur le ministre. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous venez d'assister au lancement des assises, n'est-ce pas, de cette rencontre, n'est-ce pas, des assises de partage de l'étude menée par la CAPEJ, n'est-ce pas, sur les aspirations des jeunes et puis les politiques publiques menées par le pouvoir public en faveur de ces jeunes-là. En tant que membre de la société civile, on peut recueillir vos premières impressions. Je vous remercie. Je pense que mon premier mot concerne l'appréciation même de l'initiative. Je pense que l'initiative de cette étude, elle est très intéressante, elle est à soutenir, elle est à appuyer, elle est à féliciter. Parce que c'est quand même important de comprendre que nous avons dans notre pays, nous en tant qu'acteurs de la société civile, le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, notre démarche a toujours été, en tant qu'acteur de la société civile, à lutter pour promouvoir la démocratie citoyenne. Ça veut dire que chaque fois qu'on vient à parler d'une question qui concerne une catégorie sociale précise, il est important de recueillir leur avis. Il est important de rendre ça participatif. Il faut donner la parole aux gens pour connaître leurs problèmes et ensemble avec eux réfléchir pour trouver la solution acceptable au problème. On peut ne pas avoir l'idéal de la solution, mais au moins une solution acceptable. Et quand on donne la parole aux concernés, il est possible de trouver les moyens extrêmes pour être dans la position de trouver des meilleures perspectives, surtout lorsqu'il s'agit d'élaborer des politiques publiques. Et si on veut élaborer des politiques publiques en faveur de la jeunesse, il est bon de connaître la situation de la jeunesse actuelle, parce que la situation, elle est dynamique. Ce qu'on a vécu, la situation de la jeunesse il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'est pas forcément la même préoccupation aujourd'hui. Et les jeunes d'hier, aujourd'hui, sont devenus les adultes. Et l'avantage qu'il y a maintenant à avoir une synergie d'analyse et d'appréciation du sujet, c'est ceux qui sont jeunes aujourd'hui, qui vont nous parler de leur situation
de jeunes d'aujourd'hui, maintenant mis ensemble avec l'expérience qu'on avait de quand on a été jeune aussi en tant qu'adulte d'aujourd'hui, et ça permettra d'avoir une vision, une perspective pour dégager des pistes qui vont permettre de trouver des solutions acceptables. Monsieur le Président, les jeunes se sont exprimés à travers cette étude. Les disparités sont énormes aussi entre les jeunes des autres régions. Bien sûr. Alors, et tout ça là, on a dans un condensé, l'étude est sortie. Maintenant, vous, en tant qu'acteur de la société civile, pensez-vous, ou alors avez-vous le moyen effectivement d'influer pour que cette étude soit mise en valeur ou mise en œuvre? Bon, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'étude qui est ressortie, on a vu, les gens ont donné la parole, bien sûr, à des gens qui sont dans plusieurs régions différentes, avec des cultures différentes, des pratiques sociales différentes. Tout ce que vous avez entendu quand les gens disent qu'il y en a qui trouvent être bouché, c'est un problème dans leur zone, on te traite de bagnat, on te traite d'esclave, et on te traite de son métier. Et tu comprends? Et les gens, ça te stigmatise, ça te décourage. Et on a entendu des jeunes qui ont dit être découragés de faire ces actes. Même s'ils veulent les faire, et au regard de l'environnement, ils ont des difficultés à pouvoir le faire. Mais d'autres ont dit qu'ils ont été à l'extérieur du pays. Pour aller, quand ils quittent leur zone, leur environnement naturel, ils sont prêts à faire tous les métiers. Mais quand ils reviennent à la maison, ils ne peuvent pas le faire et ils ne souhaitent même pas qu'on apprenne qu'ils savent le faire, et qu'ils sont partis ailleurs le faire. Bon, ça veut dire que chaque fois, dans tous les cas, il faut adapter les cas. Il faut travailler à créer une situation de dynamique. Aujourd'hui, qu'on parle de changement de comportement, de modernisation sociale dont il parle, cette modernisation sociale doit être, si elle doit être observée, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte des pratiques culturelles, de nos expériences avant et de la nécessité d'abandonner certaines pratiques, de la nécessité de travailler à créer une nouvelle dynamique qui va prendre en charge le nouveau contexte, parce qu'aujourd'hui le monde est universel. Aujourd'hui pratiquement on ne parle plus de... Vous voyez bien, il y en a une radio qui parle, qui dit 7 milliards de voisins. C'est une manière de dire que en fait tout le monde est comme tout le monde. Les expériences aujourd'hui de partout, il y a une sorte de brassage multiculturel qui permet à chacun de développer une conscience assez aiguisée pour pouvoir tirer la meilleure attitude à observer dans des choses. Et les autorités aussi doivent accepter et de ne pas contourner les questions quand le problème est posé. J'ai noté quelqu'un qui a posé la question en rappelant ce que le président a dit. Le président, c'est lui qui a dit qu'il est un produit de l'école publique. Et que c'est l'école qui lui a tout donné, parce que c'est l'école qui a assuré sa promotion sociale. Parce qu'autrement, il aurait pu être au Gabon en train de faire l'exode comme tous les autres compères de chez lui. Hein. Mais comme il a eu la chance d'avoir été à l'école, une école dans les conditions où il avait vécu, donc il a rappelé ça et c'était très bien l'exemple qu'il a donné le président lui-même. Maintenant, quand le jeune homme a parlé, en parlant au président, c'est une manière de lui dire l'école publique d'aujourd'hui, celle-là qui a permis à vous et au président de pouvoir bien étudier dans un environnement qui vous a permis d'avoir vos diplômes, d'être ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Est-ce que cette même école, elle peut nous garantir, nous jeunes d'aujourd'hui, d'avoir la même possibilité? Parce qu'aujourd'hui, c'est une école qui ne peut même pas décrire nos noms. Il y a beaucoup d'élèves jusqu'au CM2, ils ne savent pas écrire leur nom. Il y a des élèves jusqu'en 3e, quand tu leur donnes une petite rédaction, et dans un paragraphe de 5 lignes, ils vont te faire 20 fautes. Donc, alors, est-ce que c'est la même chose? Alors que dans les conditions où ils ont étudié, évidemment, l'école publique à l'époque, même si ce n'est pas beaucoup du monde qui arrive à être formé, le peu qui est formé, il était bien formé. Donc la qualité était là. Donc c'est sur ces questions-là, si on contourne avec des langues de bois, ça ne risque pas de marcher, on aura simplement fait une étude de plus. Mais l'innovation de l'approche, moi j'ai aimé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté d'être là. Sinon, ça fait longtemps, moi je ne suis pas, je ne perds pas mon temps dans les discours de on a dit alors qu'on ne fait rien. Justement. Mais j'ai aimé, j'ai décidé de venir quand le coordinateur de la CAPEG m'a parlé de ça. J'ai dit bon tiens, écoute, ça au moins pour marquer mon soutien à cette initiative, à cette approche qui est novatrice, je vais être là pour dire ce que je dois dire et encourager les... Justement, parlons de ce leadership de ces jeunes-là, oui. Les animateurs de la cellule de la CAPEG.
qui ont eu cette initiative, n'est-ce pas, que pensez-vous effectivement puisque pour conduire cette étude, il a fallu tout un processus. Et eux, ils ont assumé, ils se sont engagés. Et aujourd'hui, je ne suis même pas étonné. Ce jeune homme, je l'ai connu, il fait partie des jeunes avec lesquels on a beaucoup travaillé. Donc, et je sais que c'est pas surprenant. Et ce qu'il est en train de faire, ça rentre tout droit dans ce que je sais qu'il serait à mesure de faire. Pas lui seul, avec bien d'autres jeunes et qui ont subi le même type de moule de formation. Sauf que j'étais très mécontent d'entendre les réactions du ministre de la Jeunesse. Qui lui, en parlant en tant que jeune, il dit que lui, il a eu l'initiative de demander d'arrêter de faire à notre équipe de football de faire la course. Il dit d'abandonner. C'est lui qui propose d'abandonner et il pose le problème de l'argent qu'on va perdre quand moi j'étais à la fenêtre. Et heureusement qu'il y a le président qui lui, bien que âgé, désormais lui dit attention, il ne faut pas, on n'abandonne jamais. Une équipe, un échec, c'est les conditions du succès futur. Donc il n'y a aucune raison d'abandonner. Et puis le problème de l'argent. Mais si vous allez me dire que si demain vous avez un enfant qui est inscrit, qui va faire le bac, si maintenant il va échouer une fois, il va échouer deux fois, vous allez l'abandonner, vous n'allez plus payer les études. Parce que vous allez considérer que c'est inutile, ne va pas réussir. Non, on peut faire, il y en a déjà, moi je connais des gens avec lesquels on a été à l'université, qui ont fait le bac 7 fois. Tellement ils sont déterminés à l'avoir, ils ont fait 7 fois en train de faire, depuis qu'ils étaient publics, en formation normale, jusqu'à ce qu'ils sont devenus candidats libres, et ils ont fait candidats libres jusqu'à tenir, et ils ont fini par réussir le bac, et aujourd'hui ils sont médecins. Ils sont médecins. Donc il ne faut pas apprendre aux gens à dire qu'il faut abandonner à cause de l'argent. Je ne sais pas pourquoi dans sa tête il n'y a que l'idée de l'argent, l'argent. C'est pas ça. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut noter. L'initiative, il faut que ça ait une suite. J'ai appris qu'il y a une suite qui va être faite. On va essayer de transformer ces messages clés-là. On va les analyser, on va les donner un contenu avec une vision perspective qui va permettre de dégager un plan d'action et qui pourra à ce moment-là intéresser même pas seulement le gouvernement mais tous les partenaires qui sont intéressés ou qui peuvent accompagner ce processus de lutte, j'allais dire, de citoyens du monde. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les problèmes qui se posent aujourd'hui, cette étude-là, c'est pas seulement pour le Niger. Je sais que d'autres pays vont s'intéresser à ce que nous on a fait et ça va donner les idées et les bonnes idées qui sont ressorties là-dedans, d'autres pays vont les appliquer. On n'a plus besoin de la refaire pour gagner du temps, je vais dire. Donc voilà moi ce que je peux vous dire, c'est que globalement, je pense que c'est déjà très bien que l'initiative ait été lancée, que le processus ait été engagé et que même si eux là, ils ne seront pas capables de donner une suite, nous veillerons à ce que cela puisse s'appliquer, Inch'Allah. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Monsieur Ousmane, vous êtes spécialiste en démocratie, gouvernance et conflit à l'USAID. Vous êtes en même temps point focal jeunesse. Alors, vous venez de suivre le lancement des journées de partage des résultats, n'est-ce pas, sur les aspirations des jeunes et les politiques publiques, n'est-ce pas, de l'État en faveur de la jeunesse. Alors, de manière générale, comment est-ce qu'on peut recueillir vos impressions? Merci bien pour cette opportunité que vous nous donnez afin de parler de ce moment unique, ce Forum national de la jeunesse qui se tient actuellement à Niamey. En effet, ça a été un processus très laborieux sur au moins un an. D'abord avec les consultations, que ce soit au niveau régional, départemental, à milieu urbain, comme à milieu rural. Et maintenant, à rassembler tous les jeunes délégués des 8 régions du Niger afin de valider les résultats de cette étude sur le terrain. Donc, disons l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, a volontiers décidé d'accompagner le gouvernement du Niger à travers la CAPAGE sur cette initiative unique de remise en cause de l'efficacité des politiques publiques et même des autres interventions de donateurs en faveur des jeunes. Donc nous nous sommes joints à l'UNICEF pour accompagner ce processus et c'est vraiment un plaisir de voir les jeunes rassemblés, porter leur voix, dire ce qu'ils pensent pour leur avenir et puis interpeller les leaders, que ce soit les leaders religieux, les leaders politiques,
et les bailleurs aussi sur l'efficacité des interventions faites à leur endroit. Il faut rappeler que, si j'ai bonne mémoire, la dernière véritable enquête sur les aspirations et besoins des jeunes date de 1992. Même si on a eu une politique nationale de la jeunesse révisée, mais aller sur le terrain, recueillir les points de vue des jeunes à travers un processus itératif et inclusif, c'est vraiment unique, cette étude. Alors, M. Ousmane, vous savez que tout cela, c'est-à-dire, ne peut être possible qu'avec effectivement le soutien des partenaires que vous êtes. Alors, le partenariat là, entre votre institution et la CAPEJ, ce partenariat a été déterminant pour conduire ce processus-là. Est-ce qu'on peut s'attendre effectivement à une relance ou alors une pérennisation de ces relations-là dans la durée? Absolument, nous avons au niveau de l'USAID au niveau mondial un conseiller jeunesse. Et comme vous l'avez dit en introduction, je suis le point focal jeunesse ici au bureau USAID Niger. Donc, de façon transversale, nous mettons les jeunes au cœur des priorités de l'USAID pendant plusieurs décennies d'ailleurs. Nous avons une politique interne à l'USAID qu'on appelle le PYD, ou changement positif des jeunes. Et nous croyons vraiment à la feuille de route qui sera décrite ici par les jeunes eux-mêmes. Et l'USAID est engagé de la même façon pour la phase collecte, la phase restitution de cette étude, d'accompagner la mise en œuvre de la feuille de route. Et nous l'avons déjà commencé à travers plusieurs activités où les jeunes sont de façon transversale, que ce soit sur les programmes d'agriculture, de santé, d'éducation et de lutte contre l'extrémisme violent. L'USAID prend les jeunes au cœur de sa stratégie et avec plaisir, la feuille de route qui sera issue de ce forum sera conjointement mise en œuvre par tous les bailleurs. Et vous avez eu sûrement ce matin écho du discours de la première conseillère de l'ambassade qui a raffirmé l'engagement du gouvernement des États-Unis à accompagner le Niger dans ce qu'il identifie comme prioritaire pour lui-même et pour sa jeunesse. Okay. Que pensez-vous du leadership des animateurs de la CAPEJ, les jeunes gens comme vous, n'est-ce pas, ont initié tout ce travail et l'ont conçu, l'ont mené de bout en bout jusqu'à les conclusions que nous sommes en train effectivement d'apprécier. Alors, ce leadership est un exemple. Absolument, l'USAID, à travers ma personne, était membre du comité de pilotage de ce processus. Et comme vous avez dit, vraiment on a remarqué le dynamisme, l'engagement de tous les jeunes techniciens de la CAPEJ qui ont accompagné l'équipe de chercheurs, qui étaient avec les jeunes en milieu rural, en milieu urbain, pendant les intempéries, avec toutes les difficultés du terrain possible. Mais grâce à Dieu, ce processus a été conduit à bout. Et franchement, je tiens à féliciter cette équipe. Et comme j'ai dit, c'est unique. Quand le gouvernement remet en cause sa propre stratégie, se pose des questions sur l'efficacité des programmes qu'il donne en faveur de sa population. Et nous ne pouvons que saluer cet effort accompli par la CAPEJ et de son équipe. Okay. Un mot en direction des participants et au-delà aussi de tous les jeunes Nigériens effectivement qui sont concernés par cette étude-là. Mon mot de fin, c'est de dire aux jeunes de croire en eux-mêmes, de croire en leur potentiel. Et ils ne sont pas des groupes cibles, mais des véritables acteurs de changement qui prendront en charge leur futur, le futur de ce pays. Donc, vive la jeunesse et ensemble, je crois qu'on va faire bouger les choses. Ok, je vous remercie, M. Amadou Ousmane.